Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le maire de Nantes, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus nombreux, Mesdames et Messieurs, chers amis, en ouvrant notre convention nationale, je tiens à vous remercier les uns et les autres d'être présents aujourd'hui, toujours en si grand nombre. Je remercie les ministres, Jacqueline Gourault et Jacques Mézard, de prendre part à nos débats en un moment décisif, puisque se précisent actuellement les grandes orientations de la législature. Nous avons beaucoup de choses à apprendre, mais également à discuter. Bien sûr. Et surtout, mes très chaleureux remerciements s'adressent à Johanna Rolland, Madame la présidente de la métropole et maire de Nantes. Un grand merci pour votre accueil dans votre impressionnante cité des congrès et votre belle ville, l'une des plus dynamiques de France, comme vous savez si bien le dire. Au nom de toute la DCF, bravo à vous, bravo à vos collègues élus et à vos équipes qui nous ont soutenus et facilité la vie pour préparer ce rendez-vous d'aujourd'hui. J'aimerais conclure mes remerciements en mentionnant Charles-Éric Leménian. Je veux lui témoigner ma reconnaissance et mon amitié devant vous et le remercier pour la marque de confiance dont il me témoigne pour me transmettre les rênes de l'association avec évidemment l'approbation du conseil d'administration hier. J'y vois un grand honneur, mais aussi une lourde responsabilité. La DCF est devenue une grande fédération nationale de collectivités par la mutation territoriale qu'elle représente, mais aussi par son travail, son sérieux, sa crédibilité. Elle a un style qui lui est propre, une manière de rassembler, de s'exprimer. Elle publie beaucoup, organise de nombreux événements à Paris et en région, dialogue tous les jours avec les pouvoirs publics nationaux. Et elle a la chance d'avoir des adhérents fidèles, de plus en plus nombreux, malgré les réorganisations territoriales. Vous êtes plus d'1 millier à ce jour, mais aussi très exigeants, à juste titre. Et nos adhérents l'ont manifesté hier lors de notre Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les ministres, et le message est passé. Alors je l'avoue, la tâche pour moi est intimidante. Sur les pas de Marc Sancy, notre association a été conduite par des personnalités fédératrices, respectées, compétentes, avec Daniel Delaveau, ici présent, et que je salue, et Charles-Éric, évidemment. Alors je serai le 4e mousquetaire. Il faudra être digne de l'héritage, j'en suis bien conscient, j'en ai la volonté, j'aime les défis, c'est mon côté savoyard et permettez-moi de saluer ceux qui sont ici. Alors j'ai voulu te remercier, Charles-Éric, à titre personnel. Permets-moi de le faire aussi en votre nom à toutes et tous pour ton mandat à la tête de la DCF. 3 années d'une intensité sans égale. La DCF nous a beaucoup aidés au jour le jour à dialoguer avec les régions, à mettre en œuvre la loi NOTRe, et c'est sous ta présidence que cet accompagnement s'est fait. Je crois qu'on peut l'applaudir à cet instant une dernière fois. Alors mes remerciements ne sont pas un au revoir, puisque tu restes, comme tu l'as mentionné, premier vice-président. Tu vas reprendre en main les dossiers fiscalité et finances, et nous pouvons nous en féliciter. Les défis sont considérables, avec le remplacement de la taxe d'habitation, la révision des valeurs locatives, le nouveau pacte à conclure avec l'État. On aura l'occasion d'en parler. Et tu es un des meilleurs spécialistes de ces sujets. Cela ne va pas être simple dans les prochains mois. Les inquiétudes sont maximales sur ces thématiques. Alors vous l'avez compris, notre association repose sur des valeurs, la fidélité à un projet et une amitié qui existe au-delà des représentations partisanes entre chacun d'entre nous. C'est son patrimoine génétique. Alors j'aimerais mentionner celles et ceux qui vous représentent au jour le jour dans de nombreuses auditions au Parlement, dans nos rendez-vous ministériels, dans tous les groupes de travail. Je ne peux hélas devant vous citer chacun d'entre eux, mais je dois des mentions spéciales pour Corinne Casanova, notre vice-présidente en charge de l'urbanisme, qui a promu avec passion le plan local d'urbanisme intercommunal depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, plus de la moitié des communautés de France, 57% de la population française sont en PLUI. Je veux saluer Laurent Trogli,
qui anime notre commission économique, qui fait vivre notre pacte territoire-entreprise depuis 3 ans. Je pense aussi à nos travaux sur l'environnement, à notre commission animée par Jo Spiegel et dont Virginie Carollo a accepté de reprendre la coordination. Je pense à Marc Fesneau, à Frédéric Chancez, qui ont beaucoup travaillé sur les questions institutionnelles, le suivi des SDCI et des fusions, les transferts de compétences. Certains sont des présidents de métropoles, de grandes agglomérations, d'autres de communautés très rurales. Le dialogue est en permanence respectueux, marqué par l'écoute et la solidarité. Nous travaillons également à faire évoluer nos associations au sein de nos locaux communs, au groupe Joubert, en cherchant toujours à mutualiser, moderniser les manières de faire entre les associations et être force de proposition dans les réflexions d'avenir. Alors la feuille de route, parlons-en. Notre Assemblée générale, hier, a élu un nouveau conseil d'administration. Je peux vous dire qu'il est dynamique, motivé. Nous avons une équipe solide pour les 3 ans qui viennent et l'envie collective d'agir est bien là. Notre feuille de route, nous l'avons préparée dès notre dernier congrès à Strasbourg. Elle a fait l'objet d'une adresse aux candidats des élections présidentielles, puis d'un document de proposition remis au gouvernement lors de la conférence nationale des territoires. C'est un document de 20 pages, encore provisoire aujourd'hui, qui va justement être mis en débat durant nos 2 journées, au cours des ateliers et pendant les différentes tables rondes. Notre convention, cette année, doit permettre de préparer la législature, mais également la 2e partie de nos mandats locaux. Notre Assemblée générale d'hier nous a permis de vérifier nos convergences de vues sur l'essentiel. C'est important. Mais nous avons également vu s'exprimer des craintes, même des exaspérations. J'aimerais que nous puissions approfondir nos propositions, les enrichir si besoin, les infléchir si nécessaire. Mais nous devons aussi fixer des lignes rouges. La liste des sujets contentieux commence vraiment à s'allonger. Madame le maire a commencé à en dresser la liste. Nous pourrons également en parler dans le détail. Nous devons dire stop quand il le faut. L'enjeu du moment est bien de savoir où nous voulons aller, d'être clairs sur ce que nous attendons du gouvernement et du Parlement, mais aussi de nous-mêmes. Que pouvons-nous faire pour notre pays de manière constructive ? Notre but premier n'est pas forcément de revendiquer, de protester sans savoir les tenants et les aboutissants. Il est de contribuer à l'intérêt général. Nous incarnons des pouvoirs publics responsables. Nous voulons faire repartir le pays de l'avant, remobiliser la France des territoires. Nous voulons participer d'une nouvelle manière de gouverner notre pays, où chacun prend sa part de responsabilité. Nous prendrons la nôtre. Mais il faut en contrepartie que l'État change d'attitude. Nous voulons être respectés. Je le dis en présence de 2 membres éminents du gouvernement. L'ADCF est davantage portée sur la proposition que sur les tweets assassins. C'est à la mode aujourd'hui. Mais il y a des moments, malgré tout, il faudra monter le ton. Nous pourrons accompagner les territoires dans des transformations importantes, décisives, si on leur fait confiance. Nous voulons un vrai dialogue territorial, de même statut que le dialogue social, souvent pris à témoin. En ce sens, l'esprit dans lequel s'est préparée en juillet dernier la Conférence nationale des territoires a été une réelle innovation. La méthode proposée est celle que nous demandions, celle du contrat, de la codécision. L'annonce des pactes girondins a bien sonné à nos oreilles. C'est notre langage depuis tant d'années. Mais les pactes girondins ne doivent pas devenir des contrats léonins. Les mauvaises nouvelles tendent à s'accumuler. Je pense aujourd'hui au dégrèvement de la taxe d'habitation qui devient une suppression pure et simple. Je pense aux nouvelles pensions budgétaires abusives sur les agences de l'eau. Elles posent un problème de fond. C'est sur les factures de nos usagers que se financeraient les agences. Nous ne voulons pas de cela. Je pense à la manière brutale, Madame le maire l'a dit, sur l'annonce de la réduction des contrats aidés. Je pense surtout aux décisions sur le financement du logement social dont il faudra nous expliquer en quoi elles peuvent provoquer ce choc d'offres que nous attendons tous. Nous le demandons solennellement. Il faut revoir la copie sur ce sujet. Notre Assemblée générale a hier adopté une motion claire pour demander au gouvernement de renégocier cette chose-là avec tous les acteurs, Monsieur le ministre.
En revanche, l'interruption des baisses de dotation en 2018 est une nouvelle donne. C'était très attendu. C'est une décision qui prend en compte les efforts considérables fournis par les collectivités depuis 2014. Nous savons bien que certains fonctionnaires de Bercy militaient pour prolonger le rythme des coupes sombres antérieures, à savoir 3,5 milliards par an sur la DGF. Prolonger de telles courbes était l'asphyxie totale. Je tiens donc à saluer les arbitrages rendus cet été. Je sais bien combien ont joué les efforts des ministres girondins au sein du gouvernement, ceux qui ont une connaissance fine et vécue des réalités locales, et vous en êtes. Cette stabilité des dotations était extrêmement attendue de nos communautés et métropoles. Mais nous voulons que cela dure. L'objectif de 13 milliards d'économies attendues des collectivités n'est absolument pas compris aujourd'hui. Les élus veulent voir clair, disposer de la visibilité. Ils ont l'impression que l'on reprend d'une main ce que l'on donnerait de l'autre. Nous sommes tellement attentifs à l'équité des territoires qui fait aussi partie du patrimoine génétique de la DCF. Les baisses de DGF de ces dernières années nous ont conduits à repenser nos organisations administratives, comme nos dépenses et nos politiques de recrutement. Nous avons revu nos contrats, nos subventions, nos priorités d'investissement. Nous avons mutualisé, réalisé des fusions, des structures, redimensionné les services, multiplié les innovations, externalisé. Cela a occupé la première partie de nos mandats. Nous n'allons pas relâcher nos efforts, mais nos principales mesures d'économie sont déjà prises. Les marges sont totalement réduites aujourd'hui. Il faut le dire, le redire, et que chacun soit bien au clair avec ça. 2 intercommunalités sur 3 ont fusionné au 1er janvier. D'importants transferts de compétences ont eu lieu dans le même temps. D'autres arrivent. Les PLU sont intercommunaux, sont en chantier. Tous ces changements se sont opérés en quelques mois. Les élus et leurs équipes, auxquels je tiens vraiment à rendre hommage, n'ont pas chômé. Et je le demande devant vous tous, solennellement. Qui raconte tout cela clairement à nos concitoyens? Pas grand monde, en fait. C'est dommage, car la France des territoires s'est métamorphosée sans que le grand public ne le sache vraiment. La presse quotidienne régionale, la presse spécialisée que je salue, ont fourni des efforts louables, mais il nous reste beaucoup de chemin à faire ensemble. Alors, la France se réforme tous les jours, mais nous passons notre temps à nous raconter des histoires sur la réforme impossible. Cela devient un peu fatigant pour tous ceux qui agissent, pour tous ces fantassins de la transformation discrète que vous êtes, que nous sommes ici rassemblés. Vous avez devant vous, Madame et Monsieur les ministres, des acteurs du quotidien de la réforme réussie, de la révolution silencieuse et tranquille. La réforme territoriale, nos 1800 congressistes savent ce que cela a représenté en termes de concertation et de sacrifices, d'heures supplémentaires, de réunions du travail, du soir, du samedi, de discussions. Des milliers d'élus communautaires ont dû abandonner leur mandat à mi-parcours. Des agents ont subi des conséquences de réorganisation des services. Nous n'avons eu que 9 mois pour procéder à toutes ces fusions, 9 mois. Mais cela a été fait en temps et en heure. Il faut le faire savoir et rendre hommage aux acteurs locaux, à nos collègues élus, mais aussi à nos agents et à nos collaborateurs. Alors je le dis aux représentants de l'Association des directeurs généraux des services, la DGCF, et à leur président, Pascal Fortoul, vous avez accompli un travail fabuleux et nous vous demandons de remercier vos équipes et je crois qu'on peut applaudir nos services. Merci. Notre pays sait faire de belles choses quand il en comprend le sens et quand cela est porté par des acteurs de terrain. Le bottom-up dont parlait Madame le maire. Ne pensons donc pas que notre pays est irréformable. C'est un propos de colloques et de technocrates. Il faut saluer les efforts faits, mais maintenant proposer autre chose aux élus. Nous ne pouvons pas passer notre temps dans les réorganisations institutionnelles. Nos concitoyens attendent des politiques publiques, des services, des équipements, des aménagements. Certaines politiques nécessitent du temps long, de la visibilité, de la préparation. Les changements de règles tétanisent toujours. Voilà pourquoi nous ne voulons pas que l'on rouvre les débats sur les transferts de la loi NOTRe au moment où ceux-ci s'opèrent. Nous nous méfions des changements législatifs permanents en matière de logement, d'urbanisme, d'environnement notamment.
Nos communautés se réinstallent et les communes y ont toutes leur place. Cela a été réaffirmé hier et Charles-Éric en parlait. Notre enquête auprès des présidents de communautés l'indique. Il reste que nos nouvelles intercommunalités doivent retrouver des habitudes de travail, regagner la confiance des équipes municipales, redéfinir des stratégies. En fait, se mettre au projet de territoire, et on va arriver au cœur du débat d'aujourd'hui. Parce que nos priorités sont bien de relancer les projets de territoire. Il nous reste 3 ans pour agir sur ce mandat, développer et investir. Depuis 2014, la DCF appelle à de grandes assises de l'investissement. Nos commandes publiques ont violemment chuté depuis 2012. Le baromètre que nous avons mis en place avec la Caisse des dépôts, outil performant, montre une baisse de 40% des dépenses de travaux de tous les acteurs publics, que ce soit en travaux neufs ou en renouvellement. C'est considérable et nous risquons de nous installer dans un sous-investissement durable. Une légère reprise se dessine en 2017, mais elle est fébrile et se manifeste à partir d'un seuil très bas. Nous voulons activement relancer cette commande publique dans nos territoires en nous centrant sur nos investissements stratégiques. Les intercommunalités vont gérer une partie croissante de nos réseaux équipements collectifs, réseaux d'eau et d'assainissement, traitement des déchets, parcs d'activités économiques, transports urbains et voiries, grands équipements culturels, numériques, et nous devons donc être des investisseurs avisés et stratèges. Nous pourrons mieux redynamiser nos investissements en cas de stabilité des dotations, c'est évident. Mais nous aurons besoin des concours budgétaires de nombre d'acteurs. Si les moyens d'investissement des agences nationales ou des ministères baissent, nous allons le sentir immédiatement. D'où nos craintes pour les moyens des agences de l'eau, le fonds des aides à la pierre, la DETR. Nous craignons aussi les baisses de fonds européens avec les effets du Brexit. Comprenez-le. Dans le cadre du grand plan stratégique préparé par Jean Pisani-Ferry, nous appelons à une visibilité plus grande des moyens budgétaires disponibles et des enveloppes qui seront proposées au cours du quinquennat. État et collectivités sont solidaires dans cette relance de l'investissement. Nos jeux de rôle doivent cesser. Vous pourrez compter sur la DCF si la confiance s'installe et si les choses sont claires. Parce que depuis 10 ans, cette visibilité a disparu. La prolifération des appels à projets et des concours d'excellence ont brouillé tous les repères. Les subventions se mélangent avec les annonces, avec des enveloppes de prêts ou de garanties. Tout est devenu un peu confus. Nous demandons un discours de vérité et de transparence, car il faut aussi simplifier, car il n'est pas acceptable que certains fonds destinés aux espaces ruraux, comme ceux du programme LEADER par exemple, soient sous-consommés. Nous avons trop fonctionné par appel à projets ces dernières années. C'était une politique de l'offre et de mise en concurrence, en quelque sorte. Nous avons plus besoin d'une politique de la demande, fondée sur des priorités de nos territoires, portées par nos territoires. Ces priorités sont différentes, évidemment, entre nos bassins de vie, et donc, il faut territorialiser, il faut déconcentrer. Certains territoires, en effet, sont frappés par la désindustrialisation et la dévitalisation démographique. Vous en avez la carte derrière moi. D'autres sont au contraire exposés à de très fortes pressions migratoires, à des coûts fonciers qui explosent. Il y a en France des territoires vraiment vulnérables, qui accumulent un maximum de difficultés. Je parle ici de vastes bassins d'emploi où les difficultés sont massives, le taux de pauvreté très élevé, la crise industrielle profonde. Alors nous souhaitons, à la DCF, que ces territoires redeviennent la priorité absolue de la solidarité nationale. Nous avons certes d'autres lieux de difficulté partout en France, notamment au terme de 10 années de stagnation économique, mais il faut vraiment aujourd'hui savoir où sont les problèmes majeurs. Donc, Monsieur le Ministre, cher Jacques Mézard, nous en arrivons à la cohésion territoriale, à cette thématique qui va structurer nos 2 journées, celui des solidarités ville-campagne, et à travers lui le thème de la cohésion qui est au centre de la table ronde qui va suivre maintenant. Nous pourrons évoquer tout à l'heure quelques propositions de la DCF sur ces sujets. Nous nous défions des généralités excessives. L'opposition schématique à la mode entre les métropoles et les périphéries ne tient pas.
Il faut d'abord rappeler que notre pays est marqué par une trame très riche de petites villes ou agglomérations moyennes qui sont en dialogue constant avec nos campagnes. Nos bassins de vie sont divers. Nous avons essayé d'en proposer de nouvelles clés de lecture à travers ce que vous avez là également sous les yeux et dans vos dossiers. Alors je parlais de l'agglomération d'Annecy, ce n'est pas une métropole, mais elle trouve très bien sa place et elle a un rôle charnière dans une région fort dynamique. De même, notre pays connaît des ruralités en plein développement quand d'autres sont totalement anémiées, des massifs montagneux attractifs quand d'autres sont en totale déprise. Nous avons des métropoles en pleine santé et d'autres convalescentes, très fragilisées par la crise de 2008 et les difficultés urbaines. Notre région capitale, l'Île-de-France, est elle-même confrontée aujourd'hui à des difficultés. Les soldes migratoires y deviennent négatifs pour les plus de 30 ans. Est-ce que vous le saviez? Eh bien, l'enquête nous le montre. Alors, à la DCF, nous aimons la géographie, l'économie, la sociologie. Tous nos travaux montrent l'extraordinaire diversité des trajectoires. Les écarts de richesse ne sont pas tant entre les différentes strates territoriales qu'au sein même de ces strates. Et c'est pour ça que l'organisation territoriale, nous devons la repenser. Et nous sommes bien placés pour le faire. Nous voyons bien ces différences lorsqu'on descend finement à l'intérieur de nos nouvelles régions. Parce que les plus grands contrastes sont effectivement à l'intérieur des régions. Il faudra donc traiter ces sujets dans les futurs SRADET, mais aussi dans les contrats de mise en œuvre des schémas régionaux de développement économique. 10 années de quasi-stagnation économique ont amplifié nos fractures sociales et territoriales. Mais nos capacités de rebond sont très fortes. Les bonnes nouvelles commencent à arriver. Depuis le début de l'année, le nombre d'usines qui ouvrent est supérieur aux fermetures. Nos métropoles recréent de l'emploi qualifié, mais nombre de villes moyennes prennent le relais maintenant. Des bassins plus ruraux comme la Vendée proche d'ici multiplient les performances. Tout est donc possible. Nous devons donc nous atteler tous à la consolidation de cette reprise. Et c'est bien en agissant sur nos écosystèmes locaux que ça fonctionnera, que nous pourrons répondre au chômage, à la nouvelle pauvreté, aux angoisses collectives. Et c'est bien grâce à cette nouvelle organisation territoriale qui est en cours, qui se dessine et que nous portons également que nous pourrons arriver. La grande nouveauté pour notre politique de cohésion des territoires vient du fait, effectivement, que nous avons réorganisé nos différents bassins de vie. Et globalement, l'intercommunalité doit correspondre au bassin de vie. Ce n'est pas fait partout, il y a un travail encore à faire. Nous sommes dans cette étape de consolidation des organisations et nous pouvons désormais nous appuyer sur 1266 intercommunalités renforcées dans leurs compétences, leurs moyens budgétaires, leur engineering. Nombre de ces intercommunalités allient des communes rurales, périurbaines, urbaines, et c'est ça la révolution de l'organisation des territoires. Nous allons surtout découvrir, si ce n'est pas déjà fait, que les urbains ont autant besoin des ruraux que l'inverse. Nos besoins de réciprocité et d'entraide territoriale vont se vérifier dans nos nombreuses politiques publiques. Nous allons devoir être solidaires dans nos transitions écologiques. Et c'est par bassin versant que nous allons gérer l'eau. Et là, c'est évidemment dans les espaces ruraux que se joue la prévention des inondations qui profitent aux grandes agglomérations. Ce sont avec les campagnes périurbaines ou proches des villes que nous allons pouvoir établir des projets alimentaires territoriaux, nous engager dans des circuits courts, repenser nos approvisionnements énergétiques. Ce sont certes dans les grands pôles urbains que se concentrent les activités de recherche et les pôles majeurs d'innovation, de même que les services très qualifiés, mais ce sont dans les villes moyennes et les bassins ruraux que se réimplantent les activités consommatrices de foncier, l'industrie en premier lieu, l'agroalimentaire, toute la logistique. Sur de nombreux sujets, tels que les mobilités, l'essor du télétravail, la santé, la culture, la formation, des alliances et des entraides territoriales sont possibles et nécessaires. Et c'est un chemin que je vous propose de suivre. Nous voulons porter ce mouvement, le promouvoir, le valoriser. Nous voulons nous opposer à tous ceux qui font commerce des oppositions ville-campagne par arrogance, par ressentiment, au nom d'un passé qui n'est plus de mise. La DCF, si vous voulez, parce que ça c'est bien. C'était juste pour bientôt terminer, n'est-ce pas, parce que la DCF, elle est portée parce qu'elle incarne la coopération. La coopération des communes, tout d'abord au sein de leur propre communauté aux métropoles. Mais cet esprit de coopération se prolonge naturellement à des échelles plus vastes,
via nos syndicats mixtes tels que le SCOT, via les parcs régionaux, des pôles métropolitains, des logiques de bassin versant. Et tout ça s'articule autour de l'intercommunalité et bien sûr des communes membres. Donc, nous devons accroître nos solidarités à l'échelle de nos bassins d'emploi, mais aussi à des échelles plus larges entre agglomérations et territoires ruraux, entre métropoles et villes moyennes. Notre propos n'est pas d'opposer, mais de travailler aux complémentarités des territoires. Notre projet associatif est né dès le départ pour proposer, pour adapter nos territoires de France à la France, justement qui se transforme. Nous ne voulons pas camper dans des postures ou des fonctions tribuniciennes, trop, et encore d'actualité. On en a même quelque part des retours de ce qui se passe actuellement dans certains endroits. Nous sommes là pour accompagner nos adhérents et pour marquer un tournant de la décentralisation. Mesdames et messieurs les ministres, la DCF se veut depuis longtemps, et vous le savez, une force ouverte aux évolutions. Elle ne changera pas, mais elle ne sera pas la bénie oui-oui des réformes qui n'auraient pas de sens ou de décisions budgétaires injustes. Nos défis territoriaux sont importants, multiformes, mais ils ne sont pas insurmontables si notre pays repart de l'avant, mobilise ses talents et ses énergies, croit en lui et en ses territoires. Nous avons toujours contesté la France-bashing qui était si à la mode il y a 3 ou 4 ans. Le temps est venu d'entendre ceux qui font avancer les choses au quotidien. Nous voulons agir et cesser de quémander ou protester. Nous voulons promouvoir les valeurs d'entraide et la passion des territoires. Notre organisation territoriale n'est pas un problème, mais une solution. Notre pays a besoin de décentralisation. Notre pays a besoin de territoires forts, pilotés par des élus engagés que nous sommes tous, capables de fédérer les forces vives. C'est ce mouvement totalement inédit que la DCF souhaite incarner, quitte à se distinguer des autres associations. Mais nous sommes dans un environnement très évolutif. Et donc, nous ne sommes pas là pour préserver des précarés ou des rentes. Nous voulons organiser nos bassins de vie et d'emploi de manière cohérente, leur proposer d'innover et d'agir ensemble. Il faut des alliances nouvelles avec les forces qui entreprennent, qu'elles soient industrielles, associatives, agricoles et culturelles. Ça rejoint totalement les propos introductifs de Johanna Rolland. Vous l'avez compris, nous sommes pour une ADCF progressiste, moderniste, mais vigilante et exigeante. Nos collectivités sont indispensables à la vitalité de notre pays. Il faut les respecter. Je vous remercie.